Bonsoir Magali Drouet. Bonsoir. Vous êtes l'auteur avec Sandrine Leclerc du livre On nous appelle les Karachi, deux filles victimes de l'attentat de Karachi qui témoignent. Votre père donc a été tué dans cet attentat en 2002 et le père de Sandrine Leclerc que nous avions reçu il y a quelque temps avec vous sur ce plateau. Fabrice Lhomme, vous êtes journaliste à Mediapart et vous avez écrit avec Fabrice Arfi le contrat Karachi, l'affaire que Sarkozy voulait oublier aux éditions Stock, et c'était sorti il y a quelques mois. Nous serons en direct dans un instant avec l'ancien ministre de la Défense socialiste, Alain Richard. Alors on se pose la question, est-ce que c'est une affaire d'État? Est-ce que c'est le Karachi Gate qui va commencer à vraiment s'ouvrir depuis hier? On va y revenir, on va essayer d'être assez pédagogique parce que c'est une affaire très compliquée. Depuis hier, donc Charles Millon, l'ancien ministre de la Défense, qui était ministre de Jacques Chirac entre 1995 et 1997, a reconnu devant le juge Van Ruymbeck avoir l'intime conviction de faits de corruption avec l'existence de rétrocommissions en marge du contrat des sous-marins Agosta qui ont été vendus en septembre 1994 au Pakistan. Donc de façon assez simple, peut-être chacun, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi cela pourrait être lié à l'attentat de Karachi? Tout simplement, les personnes qui travaillaient sur le contrat Agosta travaillaient au Pakistan pour un contrat qui a été signé en 1994, lequel avait pu être conclu grâce à des commissions versées à des intermédiaires pakistanais. En 1995, Jacques Chirac arrive au pouvoir et là, il arrête le versement du solde des commissions sur les contrats Agosta et Savary 2 et pas sur d'autres contrats d'armement parce qu'il soupçonne fortement, suite à des rapports qui lui ont été rendus de la DGSE, l'existence de rétrocommissions, donc c'est-à-dire des commissions qui ont été versées à des intermédiaires pakistanais et qui sont rentrées ensuite en France pour financer la campagne présidentielle d'Édouard Balladur. Alors voilà, c'est ce que Charles Millon en fait confirme hier devant le juge Van Ruymbeck, Fabrice Lhomme. Oui, alors ce qui est important à signaler, c'est que ces déclarations présentent un caractère un peu solennel, puisqu'il les a faites devant un juge. L'année dernière, à Paris Match, on avait déjà eu une idée de ce qu'il avait dit. Il avait déjà fait une première sortie, on va dire, à Paris Match sur le principe. Il avait surtout, la plupart des déclarations qu'il a faites devant le juge, il les a faites dans le livre dont vous parliez, le livre qu'on a sorti au mois de mai, dans le livre Le Contrat, puisque l'audition du juge Van Ruymbeck, en fait, c'est une audition de confirmation dans laquelle il lui est demandé de confirmer ce qu'il nous a dit à l'époque. Et donc, on va dire que M. Millon est resté droit dans ses bottes. Il a confirmé l'intégralité de ce qu'il nous avait révélé dans le livre, à savoir l'existence d'un circuit de rétrocommission qui aurait financé la... C'est ce que c'est rétrocommission, vous l'avez dit, c'est-à-dire que... C'est assez simple. Pour obtenir des contrats à l'étranger, on rémunère des intermédiaires, comme leur nom l'indique, qui font le lien entre le pays acheteur et le pays vendeur. Et ils sont censés, c'est pas très moral, mais ça a été pendant très longtemps tout à fait légal, ils sont censés en fait corrompre des dignitaires dans le pays étranger qui achètent par exemple des armes ou des sous-marins. Voilà. Simplement, la rétrocommission, c'est quelque chose qui a pour le coup toujours été illégal, c'est-à-dire qu'il y a une partie de cet argent, au lieu d'aller dans le pays qui va acheter les équipements, et bien en fait on ramène cet argent discrètement dans le pays qui vend, en l'occurrence la France, et là on le donne aux hommes politiques qui justement président aux ventes de ces armes pour financer leurs activités politiques ou s'enrichir personnellement parfois. Voilà, donc on a un petit peu posé le fond, la toile de fond, et depuis cette confirmation par Charles Millon, vous avez ce matin demandé l'audition de Nicolas Sarkozy, celle de Dominique de Villepin et celle de Jacques Chirac. En un mot, pourquoi ces trois personnalités? Tout simplement parce que Jacques Chirac, parce que c'est lui qui a demandé à Charles Millon de stopper le versement des commissions parce qu'il avait de très lourds soupçons sur l'origine des fonds qui ont servi au financement de la campagne d'Édouard Balladur. Dominique de Villepin parce qu'il était secrétaire général de l'Élysée et qu'il était l'intermédiaire entre Charles Millon et Jacques Chirac. Et en ce qui concerne Nicolas Sarkozy, tout simplement parce qu'au moment de la signature du contrat, il était ministre du budget, que dans le cadre des contrats de vente d'armes à l'étranger, c'est lui qui a validé le plan de financement et qu'il était forcément au courant. Et en plus, il était porte-parole d'Édouard Balladur pendant sa campagne présidentielle. Alors, je vous propose tout de suite d'écouter ce qu'avait dit le président Sarkozy lorsqu'il a été interrogé en juin 2009 sur cette affaire. On va l'écouter. Écoutez, c'est ridicule. C'est grotesque. Alors, raisonnement là. Pour son financement, M. Balladur aurait accepté des commissions qui n'auraient pas été payées à suite, et ça de Karachi. Enfin, respectons la douleur des victimes, s'il vous plaît. Qui peut croire à une fable pareille?
Voilà, il a utilisé le mot fable. Il n'y a aucune preuve à cette heure-ci que Nicolas Sarkozy ait été au courant de quelque chose. Si, il y a des preuves que Nicolas Sarkozy était au courant de beaucoup de choses, au contraire. Il était au courant, comme Magali Drouet l'a précisé, il était au courant de tout le montage financier qui a été préparé pour l'exécution du contrat. Il était au courant, on va dire, institutionnellement, puisque le ministre du Budget, c'est celui qui signe la lettre de garantie de l'État par laquelle l'État cautionne en quelque sorte des ventes d'armes. Mais la commission et la vente d'armes, tout ça est légal. À l'époque, les commissions sont encore légales. Hein. Les commissions sont légales. Les rétrocommissions sont toujours illégales, évidemment. Voilà, non, mais je veux dire, il est au courant du mécanisme qui est mis en place. C'est lui aussi, ça a été pointé dans un rapport de la police luxembourgeoise que Mediapart a révélé il y a quelques mois. C'est lui aussi qui a présidé à la création d'une société qui s'appelle Heine au Luxembourg, qui était la société qui a été créée spécialement pour évacuer, on va dire, les commissions les plus sulfureuses, les plus suspectes. Et par ailleurs, il est aussi au même moment celui qui s'occupe de la campagne d'Édouard Balladur. Donc il doit avoir quand même une petite idée de qui finance et comment. Donc M. Sarkozy, évidemment, c'est beaucoup de choses. Une petite idée, c'est pas une preuve. Moi, je voudrais aussi ajouter que le procureur Marin était au courant de ces faits, puisque dans un rapport datant de 2007, il écarte volontairement les faits de corruption, et en particulier en ce qui concerne les sociétés Heine et Eurolux, parce que le nom Nicolas Sarkozy apparaît. Il faut, sur le point des preuves, c'est une phrase qui revient souvent à juste titre. D'abord, il faut bien signaler que ce soit les parties civiles ou les journalistes, nous, on n'est pas là pour trouver des preuves, c'est la justice qui doit les trouver. Nous, on amène à nos niveaux respectifs des éléments, et il y en a beaucoup. D'autre part, des preuves, ce sera difficile d'en trouver. On sait que comment se passait, en tout cas à l'époque, mais peut-être encore aujourd'hui, le financement des campagnes, quand il est illicite, c'est des valises de billets à l'ancienne. Ça laisse assez peu de traces. Il y en a quand même un peu. On y reviendra peut-être. On va en parler, effectivement. Voilà. On va en parler. Donc, la preuve sera peut-être difficile à trouver, mais il y a au moins des indices qui sont quand même assez concordants maintenant. Alors on offre aussi une chance à Nicolas Sarkozy de nous prouver que c'est une fable, puisque justement, s'il accepte d'être auditionné en tant que témoin, qu'il apporte au juge la preuve que Karachi est bien une fable. On va en parler, puisqu'évidemment, le statut pénal du président, à cette heure-ci, l'autorise à ne pas témoigner, sauf s'il le souhaite. Hein. Exactement. Voilà, évidemment, c'est ça. Donc on en reparlera. Mais je voudrais qu'on retrouve en direct avec nous l'ancien ministre socialiste de la Défense, Alain Richard. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en direct. Vous avez succédé à Charles Millon en 1997, donc avec Lionel Jospin, Premier ministre. Qu'est-ce que vous trouvez en arrivant au ministère de la Défense? Est-ce qu'il y a encore des commissions pour des ventes d'armes? Est-ce qu'il y a encore des rétrocommissions? Est-ce que vous en parlez? Jacques Chirac est président. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, si on veut présenter les choses de façon tout à fait honnête, une négociation internationale a été menée avant notre gouvernement, donc à l'époque du gouvernement Juppé, pour que les pays développés, c'est les pays de l'OCDE, s'entendent pour s'engager mutuellement à ne plus autoriser le versement de commissions. Et donc nous avons, le gouvernement de Lionel Jospin a décidé la conclusion de cet accord en ce qui concerne la France. Nous y avons adhéré et nous avons ensuite traduit cet accord dans la législation française qui a donc rendu totalement illégal le versement de commissions accompagnant des contrats internationaux de la part de négociants français. Enfin, ça veut dire qu'en fait, c'était déjà sous la juridiction française. Voilà, c'est-à-dire que Jacques Chirac avait en effet commencé de son côté à arrêter ce principe des commissions, et par ailleurs, il y a une législation européenne qui s'est mise en place. La négociation avait commencé sous le gouvernement. La négociation de cet accord, donc, qui mettait hors la loi dans chacun des pays membres, et donc ça représente une trentaine de pays développés qui sont l'essentiel des pays exportateurs, cette négociation avait été avancée sous le gouvernement qui a précédé le gouvernement de Lionel Jospin, et nous l'avons conclue. Est-ce que quand même, à ce moment-là, vous trouvez des traces de cette affaire? Est-ce qu'on parle de financement occulte? Est-ce qu'on parle de financement occulte de la campagne d'Édouard Balladur? Non, si ceci avait été le cas, nous avions le devoir juridique d'en faire le signalement au parquet. Et donc, les contrats anciens qui liaient l'État, hein, puisque la DCN à l'époque, c'est aussi une réforme que nous avons faite, la DCN à l'époque était un service de l'État. Elle avait bien sûr une société commerciale qui l'accompagnait pour les négociations, mais c'était directement sous la coupe du gouvernement. Donc si nous avions eu, nous, des indications claires et précises démontrant qu'il y avait eu des agissements illégaux au regard de la loi applicable dans la conclusion de ces contrats, notre devoir aurait été de le signaler à la justice. Nous n'avions pas ces éléments. Est-ce que dans le passé, sous François Mitterrand, et dans le passé, il y a eu d'autres affaires de commission d'armes et de rétrocommission? On en a parlé quand même.
J'ai été amené à m'exprimer une fois sur ce sujet, oui, il y a environ 2 ans, en disant que j'avais la conviction, mais je n'ai pas de documents probants, et donc je m'en suis expliqué notamment avec le juge Van Ruymbeck, j'avais la conviction, vu le montant des commissions qui avaient été rendues publiques, et ce que je savais des négociations de l'époque, que, en ce qui concerne le contrat de vente de frégates à Taïwan, il y avait eu des commissions très élevées, et j'avais des raisons de supposer qu'il y avait eu des rétrocommissions. C'est le seul point sur lequel j'ai pu donner une opinion, parce que j'avais quelques informations. Juste un dernier mot, Alain Richard. Je rappelle qu'il s'agit... Oui ? Il s'agit de discussions qui remontent à 92, 93 et 94. Voilà, donc ce sont des années assez proches. Vous seriez ministre de la Défense aujourd'hui. Est-ce que vous lèveriez le secret défense sur tous les documents se rapportant à ces affaires ? C'est toujours un peu facile de dire si c'était moi, je ferais comme ci ou comme ça quand on n'a pas la responsabilité. Ce que je peux dire simplement, c'est que le gouvernement auquel j'appartenais a instauré une loi qui permet à une commission indépendante de proposer au gouvernement, après examen du dossier, de lever le secret de défense quand elle estime que c'est justifié et que c'est compatible avec l'intérêt national. C'est nous qui avons mis en place ce système, et j'observe que les rares fois où cette demande nous a été faite à l'époque du gouvernement de gauche, nous avons toujours suivi la recommandation de la commission de transparence, en quelque sorte, et je crois me souvenir que depuis les années après 2002, quand c'était les gouvernements de l'autre tendance politique, la plupart du temps, l'avis de cette commission a été suivi. Donc nous avons au moins fait un progrès de transparence, c'est-à-dire que quand il y a une demande judiciaire, dans le cadre d'une enquête, d'accéder à un document confidentiel défense et que la commission indépendante estime que c'est en effet nécessaire à la découverte de la vérité, eh bien nous avons une procédure qui permet d'accéder à ces documents. Donc aujourd'hui, le juge qui enquête sur le dossier de Karachi, dont je rappelle que c'est d'abord un dossier d'assassinat collectif, a tout à fait la possibilité de demander le soutien de la commission indépendante pour accéder aux documents qui sont nécessaires à son enquête. Merci beaucoup Alain Richard d'avoir été avec nous. Peut-être Fabrice Lhomme, une question ? Oui, non, mais je voulais juste rappeler que sous le gouvernement de M. Jospin, effectivement, il y a eu des demandes de levée de secret défense du juge Van Ruymbeck dans l'affaire des frégates, et le gouvernement de Lionel Jospin s'y est opposé, certes en s'appuyant sur la fameuse commission consultative, mais qui, comme son nom l'indique, est consultative. Et donc, il y a manifestement toujours un embarras du pouvoir pour lever le secret dans ces affaires. Merci beaucoup Alain Richard qui est essentiellement lié au rapport oui. avec le pays alternatif. Ces difficultés sont essentiellement liées au rapport avec le pays acheteur, dont les pouvoirs publics sont évidemment compromis par ces versements de commission. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à nos questions. Il nous reste 3 minutes 30, donc je voudrais qu'on évoque, évoque aussi le financement de Balladur et les comptes de campagne d'Édouard Balladur. J'aimerais juste apporter une précision rapide à ce que vient de dire Alain Richard. Oui. Si les commissions du contrat Agosta ont été stoppées, ce n'est pas dans le cadre de la convention OCDE, puisqu'elles ont été stoppées en 1995 et que la convention OCDE a été conclue en 2000. Voilà. Donc elles ont été stoppées alors qu'elles étaient encore légales. Je pense que c'est très important. Un mot sur les soupçons que vous avez sur la campagne d'Édouard Balladur. Pourquoi est-ce que vous demandez au Conseil constitutionnel, pourquoi est-ce que les familles et le juge voudraient que les délibérations sur les comptes de campagne d'Édouard Balladur soient publiques ? Et c'est refusé aujourd'hui par Jean-Louis Debré qui invoque le secret des délibérations. Tout simplement parce qu'on sait aujourd'hui que les comptes de campagne d'Édouard Balladur n'étaient pas validables, qu'il y a plus de 10 millions de francs en coupure de 500 francs qui ont été déposés sur le compte sans aucun justificatif. Alors, il n'y a pas très longtemps, sur Canal+, il s'en est sorti avec une pirouette en disant « Oui, mais j'étais dans la limite légale ». Être dans la limite légale du dépôt d'espèces ne signifie pas qu'il doit se dispenser de les justifier. Aujourd'hui, ce secret qui est invoqué par Jean-Louis Debré, on va écouter Michel Mercier, le garde des Sceaux aujourd'hui. Il a réagi là-dessus, il a considéré qu'il était dans son droit, le président du Conseil constitutionnel. Le secret du délibéré est une garantie fondamentale pour les opinants, les juges et les citoyens. Le président du Conseil constitutionnel a fait que répondre la loi. Et ce niveau va plus que la loi, puisque c'est la loi organique qui garantit ce secret délibéré. Et je rappelle que tout membre du Conseil constitutionnel, lorsqu'il devient membre du Conseil constitutionnel, prête un serment où il jure de garder le secret des délibérés, donc on ne peut pas sortir de cette règle.
Fabrice Lhomme. En fait, à chaque fois qu'on essaye d'avoir des informations sur cette affaire, il y a un secret qui apparaît, presque de manière magique. Alors, il y a le secret des délibérés, bon, c'est très bien. Il y avait la séparation des pouvoirs qui faisait qu'on ne pouvait pas donner d'éléments à la mission d'information ou à la justice. Il y a le secret défense. En fait, on ne peut jamais rien savoir. Donc, la question, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qu'on cache, qu'est-ce qu'il y a de si gênant. Et d'autre part, je voulais préciser que M. Debré estime ne pas devoir communiquer ces éléments à la justice, mais la justice, elle peut aller les chercher elle-même. Hein. Magali Drouet, on a dit, étant donné la vigueur notamment des termes utilisés et puis de ce que vous demandez aujourd'hui, c'est important quand même de demander l'audition du président de la République et d'un ancien président, que peut-être vous seriez manipulé politiquement, que dans le fond vous agiriez aussi pour d'autres intérêts. Non, vous savez, on cherche à tout prix une cause à cette quête de vérité. Alors, on nous a parfois dit qu'on cherchait à avoir de l'argent. On nous a dit qu'on était manipulé par notre avocat, par M. de Villepin, par le PS, qu'on était des marionnettes un peu à droite à gauche. Je peux vous assurer que nous sommes des personnes entières, que nous n'avons absolument pas besoin d'être manipulés par qui que ce soit, que nous ne sommes animés que par une seule chose, c'est le respect de ces 11 Français qui sont morts là-bas, qui ne sont jamais revenus. Voilà. Fabrice Lhomme, quelle peut être la suite là, de cette affaire concrètement ? Et je pense qu'il va y avoir des suites spectaculaires si on laisse le juge Van Ruymbeck travailler, ce qu'il faut espérer, parce que l'audition de Charles Millon, qui s'ajoute à déjà beaucoup d'éléments qu'il y a dans le dossier, ouvre des pistes très importantes. Il a beaucoup de personnes à entendre maintenant. Il y a des précisions même sur des mouvements de fonds, des précisions bancaires qu'ont amené d'autres témoins qui ont été entendus. Donc je dirais qu'à mon sens, hein, l'affaire ne fait que commencer en réalité. Merci beaucoup, merci Magali Drouet, merci On nous appelle les Karachi, c'est votre livre. Merci beaucoup Fabrice Lhomme. Vous avez écrit donc le contrat Karachi, l'affaire que Sarkozy voudrait oublier aux éditions Stock. C'est une affaire, donc évidemment on suivra beaucoup sur BFM TV comme donc tous les journalistes.